Bienvenue dans cette édition de Emerging Threat Hub. Je suis votre animateur, Sébastien. Et si les batailles les plus cruciales qui façonnent notre monde n'étaient pas livrées avec des missiles, mais avec des puces électroniques, des chaînes de production et des mémoires politiques, nous dépassons les gros titres de l'actualité pour disséquer les mécanismes sous-jacents du pouvoir mondial. C'est un monde où la discipline d'un orchestre peut être un avantage stratégique, où l'incapacité d'une nation à construire un avion de chasse peut définir une guerre, et où le fantôme de manuels de sabotage de la Seconde Guerre mondiale résonne encore dans les opérations cybernétiques modernes. Nous allons commencer par une admission stupéfiante d'un ancien chef de l'OTAN qui nous force à repenser l'ADN même de l'Alliance. Ensuite, nous plongerons dans un nouveau rapport qui révèle exactement comment les sanctions, et je cite, rognent les ailes de la Russie. Nous explorerons également l'aube d'une nouvelle ère en mer, où des navires autonomes atteignent une forme de collaboration terrifiante et brillante. Enfin, nous passerons en revue les développements critiques de la mer de Chine méridionale, au cœur de l'Amérique du Sud. Pourquoi est-ce important ? Parce que comprendre ces systèmes, dans toute leur complexité, est la première étape pour les maîtriser. Il ne s'agit pas de prédire le pire, mais d'identifier les points de pression et les opportunités de désescalade. La baguette du chef d'orchestre. Tournons-nous d'abord vers Bruxelles, où les mémoires de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, secouent les cercles diplomatiques. Il y fait une affirmation, à la fois évidente et profondément révélatrice. Il décrit l'OTAN comme un orchestre, et les États-Unis comme son chef d'orchestre. Ce n'est pas une critique, mais un constat de la part de l'homme qui a été sur le podium pendant une décennie. Il soutient que le leadership américain et ce qu'il appelle la discipline ne sont pas une faille, mais la caractéristique centrale qui fait fonctionner l'Alliance. Les États-Unis donnent le tempo, choisissent la partition et s'assurent que tous les musiciens, les membres européens, jouent en harmonie. Ce contrôle strict, comme l'analyse le qualifie, est ce qui a donné à l'OTAN sa cohérence stratégique et son efficacité pendant des décennies. Mais la question sous-jacente, et qui devrait préoccuper chaque membre de l'Alliance, est la suivante. Que se passe-t-il lorsque le chef d'orchestre décide de faire une pause ou de changer de genre musical entièrement? Alors que les États-Unis signalent de plus en plus leur intention de faire un pas en arrière par rapport à l'Europe pour concentrer leur attention sur l'Indo-Pacifique, cette dépendance envers un seul leader devient une vulnérabilité stratégique critique. L'orchestre s'est tellement habitué à suivre la baguette qu'il pourrait avoir du mal à composer sa propre musique. Cela ne consiste pas à blâmer les États-Unis. C'est une réalité systémique. Le défi pour les capitales européennes comme Paris, Berlin et Londres n'est pas de se rebeller contre le chef d'orchestre, mais enfin de développer leur propre sens collectif, du rythme et de l'harmonie. L'autonomie stratégique véritable ne consiste pas à dissoudre l'orchestre. Elle réside dans le fait que les musiciens apprennent à jouer ensemble, avec confiance, même lorsque le pupitre du chef d'orchestre est vide. C'est la seule façon de construire une alliance résiliente, capable de supporter les priorités changeantes de son membre le plus puissant. Rogner les ailes de la Russie. Cette dynamique de cohésion d'alliance nous mène directement à notre prochain segment. L'impact très réel d'une stratégie occidentale coordonnée sur son principal adversaire. Un nouveau rapport très détaillé du Royal United Services Institute, RUC, un prestigieux think tank britannique, fournit une analyse médico-légale de la machine de guerre russe avec un accent particulier sur sa force aérienne. Le titre « Vulnérabilité de la production Sukhoi, rogner les ailes de la Russie » résume tout. Le rapport conclut que la capacité de la Russie à produire des avions de combat modernes est proche de l'effondrement. Il ne s'agit pas seulement du fait qu'ils perdent des avions au-dessus de l'Ukraine, c'est qu'ils ne peuvent pas les remplacer. L'analyse du récit met en évidence 3 vulnérabilités écrasantes. Premièrement, les sanctions. L'avionique complexe, les systèmes de radar sophistiqués et les alliages haute performance nécessaires pour un avion de chasse de 4e ou 5e génération ne sont pas des choses que la Russie peut produire domestiquement. Ils dépendent de composants importés et ces chaînes d'approvisionnement ont été systématiquement coupées.
Deuxièmement, la capacité industrielle. Des décennies de sous-investissement signifient que les usines d'aviation russes manquent tout simplement de machinerie et de main-d'œuvre qualifiée pour augmenter la production, même si elles avaient les pièces. Elles peinent à produire plus qu'une poignée d'avions de combat modernes par an, une fraction de ce dont elles auraient besoin pour soutenir leur armée de l'air. Troisièmement, le contrôle qualité. Le rapport suggère que pour atteindre même ces maigres objectifs de production, la Russie coupe les coins ronds, ce qui conduit à des avions de moindre qualité, moins efficaces et plus sujets aux accidents. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la stratégie de l'Occident, des sanctions complètes combinées à la défense déterminée de l'Ukraine, fonctionne. Elle dégrade systématiquement un pilier essentiel de la puissance militaire russe pour une génération. La voie à suivre n'est pas de célébrer cette faiblesse, mais de la comprendre. Elle informe le type de soutien le plus critique pour l'Ukraine, principalement des systèmes de défense aérienne robustes et superposés, qui peuvent exploiter l'incapacité de la Russie à projeter sa puissance aérienne, et des armes de précision à longue portée qui peuvent frapper les sites industriels qui peinent à rester à flot. C'est une longue guerre d'usure, et dans les airs, la Russie perd. L'avenir autonome est déjà là. Passons maintenant de l'ère industrielle de la guerre à son avenir imminent. Les gros titres sont remplis de discussions sur l'intelligence artificielle, mais un développement récent en mer signale un changement de paradigme qui se produit en ce moment même. Une entreprise américaine, HE, en partenariat avec Shield AI, a annoncé que son navire de surface sans pilote, USV Romulus 20, a atteint une étape majeure d'autonomie duale. Que signifie autonomie duale ? Cela signifie qu'ils ont intégré avec succès 2 systèmes d'IA complètement différents sur un seul navire et les ont fait fonctionner ensemble. Une IA pourrait gérer la navigation et l'évitement de collisions, tandis qu'une autre, conçue pour le renseignement et la reconnaissance, s'occupe des données des capteurs et de la planification de mission. C'est un saut profond. Nous passons du modèle d'un seul drone avec un seul pilote ou une seule IA à une vision de flotte collaborative et en réseau. Imaginez un essaim de navires sans pilote, où des navires spécialisés avec des IA différentes communiquent, partagent des données et coordonnent leurs actions en temps réel, le tout sans un humain à la barre d'un seul navire. C'est la différence entre envoyer un seul soldat sur le terrain par rapport au déploiement d'une équipe de combat entièrement intégrée et adaptable. Les implications pour le combat naval et la dissuasion sont immenses. Ces flottes peuvent effectuer des missions dangereuses, comme le déminage ou la lutte anti-sous-marine, sans risquer de vies humaines. Elles peuvent fournir une surveillance persistante sur de vastes zones océaniques. Mais elles augmentent aussi dramatiquement le risque d'une escalade accidentelle. Un algorithme qui interprète mal un signal radar pourrait initier une réaction en chaîne plus vite qu'un humain ne pourrait intervenir. La solution ici n'est pas d'arrêter la technologie, mais de construire les garde-fous maintenant. La communauté internationale doit développer des règles de la route pour les systèmes maritimes autonomes en établissant des protocoles clairs pour la communication, la déconfliction et surtout une compréhension universelle qu'un être humain doit toujours conserver l'autorité de commandement final sur l'usage de la force létale. L'âge des navires de guerre autonomes n'est plus à venir. Il est là. Point chaud et contrefaçon. Enfin, touchons à plusieurs autres développements critiques qui illustrent l'étendue des menaces que nous suivons. En mer de Chine méridionale, le corps des marines des Philippines a officiellement activé sa première unité côtière armée de missiles antinavires supersoniques BrahMos. C'est une avancée significative. Acquis auprès de l'Inde, ces missiles donnent aux Philippines une capacité défensive asymétrique puissante. Ils ne peuvent pas gagner une bataille flotte contre flotte avec la Chine, mais ils peuvent rendre tout blocus naval ou assaut amphibie près de leurs côtes prohibitivement coûteux et risqués. C'est un signal clair que les petites nations s'arment pour augmenter les enjeux pour tout agresseur potentiel. Ensuite, en Europe, nous avons assisté à une démonstration discrète, mais importante, de coopération alliance pratique. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne se sont tous engagés à renforcer les défenses de la Belgique contre la menace croissante des essaims de drones.
Il ne s'agit pas d'un traité de haut niveau. Il s'agit de transférer de la technologie et de l'expertise pour défendre un quartier général clé de l'OTAN. Cela montre que l'Alliance s'adapte aux threats à faible coût et à fort impact du champ de bataille moderne. Enfin, une analyse profondément troublante met en lumière la situation au Venezuela, où le gouvernement serait fusionné avec une vaste entreprise criminelle connue sous le nom de Cartel de los Soles. Il ne s'agit pas d'un gouvernement qui tolère le crime, c'est un modèle narco-terroriste, où l'État lui-même est une organisation criminelle. Cette menace hybride brouille toutes les lignes entre crime, insurrection et pouvoir étatique, déstabilisant la région et exigeant une réponse qui met l'application des lois, sanctions ciblées et soutien inébranlable aux institutions démocratiques. C'est un rappel brutal que les menaces les plus puissantes ne sont pas toujours des armées conventionnelles. Alors, quel est le fil conducteur qui relie toutes ces histoires? De la main ferme du chef d'orchestre sur l'OTAN, aux ailes rognées de la force aérienne russe, en passant par l'aube des flottes autonomes en mer et le durcissement des défenses à travers l'Indo-Pacifique. C'est la nature multidimensionnelle du pouvoir et des conflits au XXIe siècle. La victoire n'est plus seulement à celui qui a le plus de chars ou de soldats. Elle est déterminée par celui qui possède les chaînes d'approvisionnement les plus résilientes, les partenariats les plus innovants, les technologies les plus adaptables et la doctrine la plus cohérente. Comprendre ces systèmes dans toute leur complexité est la première étape vers leur gestion. Notre objectif n'est pas de prédire une fin du monde, mais d'identifier les points de pression et les opportunités de désescalade. Il s'agit de trouver les chemins qui mènent, non pas à un conflit perpétuel, mais vers une paix plus stable et juste. C'est tout pour cet épisode de Emerging Threats Hub. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez trouvé cette analyse utile, la meilleure façon de soutenir notre travail est de vous abonner à la podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de partager cet épisode avec quelqu'un qui s'intéresse à une compréhension plus profonde des affaires mondiales.